L'INSEE nous dit qu'il y a 10% des familles qui sont recomposées en France. Ces familles recomposées mixent souvent des enfants issus évidemment de précédentes unions avec des enfants communs aux nouveaux couples. Cette diversité entraîne des distinctions de traitement civil et fiscal entre les enfants et les beaux enfants. Eh bien oui, seuls les enfants communs, héritiers légaux, peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux qui sont plus favorables. Mais il y a des solutions quand même, on ne s'inquiète pas. Bonjour maître. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Donc ce qu'il faut comprendre, sans que je me perde, c'est que la fiscalité qui est applicable aux donations réalisées au profit de ces enfants n'est, en tout cas à l'heure actuelle, pas similaire aux donations qu'on pourrait faire au profit de ces beaux enfants. C'est ça la... Exactement David, le législateur va privilégier la descendance. Tout d'abord, on va rappeler qu'en France, comme dans beaucoup de pays latins, on est dans ce que l'on appelle un pays d'héritage forcé. Héritage forcé, ça veut dire que l'on empêche les parents de déshériter totalement des enfants. Alors pourquoi? Ça vient pour partie de la Révolution, c'est-à-dire que le droit de primogéniture qui faisait que c'était l'aîné qui héritait de tout, ça ne marche pas et on a voulu laisser une portion pour que un enfant ne soit jamais totalement déshérité. Ensuite, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le droit et dans la culture latine, qu'on ne retrouve pas du tout en revanche dans les pays anglo-saxons qui eux trouvent que nous portons atteinte à la liberté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis quelques années, on voit que ce mécanisme d'héritage forcé est assez attaqué en Europe. Il a été modifié en Belgique, il est en train d'être modifié, il y a une réflexion en Suisse. Pourtant les Suisses sont très conservateurs sur ce plan-là. Et donc la conséquence, c'est que les beaux enfants ne font pas partie de la descendance. Ainsi donc civilement, d'une part, et fiscalement, les donations qui sont confiées au profit d'enfants de son conjoint, sont considérés comme étant réalisés au profit d'un tiers étranger à la famille, en ligne directe. Également, en cas de succession, les beaux enfants qui seraient couchés sur un testament, ils ne vont pas bénéficier des régimes fiscaux. Et là, on paye plein pot. Et là, on paye plein pot. Plein pot, ça veut dire 60%. C'est quand même un taux assez rédhibitoire, après un abattement royal de 1 594 €. C'est les beaux enfants qui sont contents. Ouais. Rappelez-nous un petit peu le régime pour le coup qui est applicable, enfin qui sont dans le régime applicable aux donations consenties à ces enfants. Alors les donations qui sont consenties au profit de ses propres enfants, voilà, sont taxées au barème progressif. Vous avez un barème progressif qui va de 0 à 45%. C'est pas peu 45%. En ligne directe dans un nombre de pays, le Luxembourg, c'est 0. En Espagne, dans certaines provinces, c'est 0. En Italie, c'est 4%. Donc c'est 45% au-delà d'un seuil d'1,8 million. Bon, voilà. C'est quand même assez cher, si je puis dire. Un abattement spécifique de 100 000 € qui est appliqué tous les 15 ans par donation aux enfants, donc par personne qui donne et par bénéficiaire. Donc si on a 4 enfants et qu'on a des biens communs et qu'on est 2, ça fait en fait 8 parts, si je puis dire. Donc jusqu'à ce montant, la donation peut être réalisée sans imposition et on favorisera de donner un peu plus parce que si on donne un certain montant, ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage réel d'impôt qui va être payé versus la somme qu'on donne. Donc il faut aller au-delà de cette somme. Donc on a également les donations de sommes d'argent qui peuvent bénéficier d'un abattement spécifique de 31 865 et qui se cumulent mais qui ne rentrent pas, qui ne vient pas taper, si je puis dire, dans les 100 000 € dont on parlait à l'instant. Tous les 15 ans. Exactement. Bon, comment on fait maintenant? On rentre dans le sujet. Comment on fait pour donner à ces beaux enfants, tout en évitant que les droits de mutation flambent et s'envolent? Donc, c'est toujours la recherche d'une égalité ou d'une peut-être égalité entre tous les enfants. Il y a une solution qui est compliquée, mais qui n'est pas si rare que ça, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est un cas de figure qui peut se poser dès lors que l'époux a élevé les beaux enfants de son conjoint, enfin ses beaux-enfants, pardon, et les enfants de son conjoint, et qu'il souhaite leur transmettre une part de son patrimoine. Donc ça correspond aussi à une histoire familiale, si je puis dire, quitte à ce que ce dernier, éventuellement, reçoive moins. Cette solution, je le disais, elle est bien plus fréquente qu'il n'y paraît, la demande est relativement fréquente. C'est une décision qui est lourde, et qui nécessite évidemment une parfaite entente entre tous les membres de la famille. Il n'est pas question de faire une adoption et de frustrer tous ses autres enfants, ce qui peut parfois être le cas. J'ai envie de dire tout nouveau, tout beau. On a des enfants plus jeunes et des enfants plus âgés. On s'intéresse plus à un âge donné, parfois à des enfants. Et il faut faire attention aux équilibres parce qu'on le paiera un jour. Donc, en cas d'adoption simple, j'ai bien d'adoption simple, à l'inverse de l'adoption plénière, ce qu'on va regarder, l'enfant de votre conjoint, il va être considéré comme le vôtre, mais il ne va pas perdre les droits qu'il a, ses droits de filiation, avec ses parents d'origine, si je puis dire. Donc, il va porter le nom en deuxième nom, ou en premier nom, il prendra le nom de l'adoptant,
Il conservera son nom, donc c'est un nom qui va devenir composé, mais il ne perd pas ses liens de filiation. Donc s'il héritera de son père adoptif dans les mêmes conditions que les descendants originels et selon les mêmes règles fiscales. En cas d'adoption plénière, qui est plus complexe, les liens avec son autre parent ou ses autres parents, les parents biologiques, vont être rompus. Et le nouveau beau-parent va se substituer aux anciens parents. Ça signifie que l'enfant adopté n'est plus l'héritier légal de ses parents d'origine. Bon, il y a des conditions, j'imagine, à respecter pour quand on initie une procédure d'adoption. Alors, les deux formes d'adoption, elles requièrent des conditions d'âge et d'écart d'âge. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas en fait bien séantes, si je puis dire. Quelle que soit la situation maritale du couple qui est recomposé, qu'il soit marié, qu'il soit pacsé ou qu'il soit simplement concubin. En cas d'adoption simple, une différence d'âge d'au moins 10 ans doit exister entre l'adoptant et l'adopté. On ne voudrait pas que ce soit 32 et 33 ans, par exemple. Ce serait peut-être une adoption un peu particulière, et quel que soit l'âge de l'enfant. En revanche, dans le cas d'une adoption plénière, il faut toujours cet écart de 10 ans, mais il faut que l'enfant ait moins de 15 ans. L'adoption plénière requiert quelque chose qui est plus solennel, plus fort, et qui s'intègre plus dans une vie familiale dans laquelle on considère que l'enfant qui vit sous son toit a finalement des droits que je lui reconnais comme étant vraiment, j'allais dire, citoyen de la famille. Ces produits d'adoption sont en principe irrévocables, à l'exception de cas où, dans le cas de l'adoption simple, il y a un problème d'ingratitude ou des motifs graves qui font qu'à ce moment-là, il vaut mieux rompre ce processus de... L'assurance vie là-dedans, elle peut aider, elle permet quoi? Alors c'est une solution qui est moins contraignante que de gratifier des beaux enfants, puisqu'on est à 60%, on ne se va pas se ruiner pour ça. Mais sans adopter. On n'adopte pas. C'est ça l'idée. Voilà. Les droits qui sont payés à l'occasion du dénouement d'un contrat en cas de décès de l'assuré sont des droits qui sont inférieurs aux 60% dans tous les cas. Donc on peut désigner des beaux enfants comme bénéficiaires d'une partie de votre capital à votre décès. On peut aussi faire des clauses un peu intelligentes, c'est-à-dire démembrer votre conjoint usufruitier et les beaux enfants du propriétaire, avec également vos enfants. Donc c'est plus flexible. Si la famille recomposée montre finalement des dissensions, on peut toujours modifier la clause. C'est pas très compliqué si jamais on voit que ça ne fonctionne pas, et on va éviter une succession difficile. Alors ce système, il fonctionne uniquement si les primes versées aux enfants, au profit des enfants, ne sont pas manifestement exagérées, qui est une règle à la fois juridique et fiscale. Donc je rappelle qu'on est dans un pays d'héritage forcé, et si vous voulez considérer que vous allez contourner le système d'héritage forcé par le mécanisme du contrat d'assurance vie, ça ne fonctionne pas. Donc on va conseiller, dans ces cas-là, de ne pas dépasser une certaine norme, par exemple d'un tiers au profit des enfants, pour ne pas justement qu'il y ait des réclamations ultérieures au moment du décès. Parlez-nous de ce régime spécifique lié à l'assurance vie. Alors les capitaux qui proviennent d'un contrat d'assurance vie au décès de l'assuré n'entrent pas dans les droits de succession. Et voilà. Si les primes ont été versées avant 70 ans. Sauf si elles sont jugées, à nouveau, je le répète, manifestement exagérées. Ouais. En effet, si ces primes sont versées avant l'âge de 70 ans, chaque bénéficiaire du contrat a le droit de recevoir 152 000 € en franchise, quel que soit son lien de parenté. Je pourrais vous coucher sur mes clauses bénéficiaires de mon contrat d'assurance vie. N'hésitez pas, ça changerait ma vie. Et je ne voudrais pas avoir d'accident. Au-delà de 152 500 € dans les escaliers, c'est hyper intéressant en termes de taux. Et oui, parce qu'au-delà de, vous avez raison, au-delà de ce taux de cette somme, on a 20% jusqu'à 700 000 €. Ouais. Donc si on fait 20% et on se souvient des 60, c'est déjà 40% d'économiser, c'est beaucoup. Et 31,5 au-delà des 700 000. Donc à comparer à ces 60%, comme on le dit souvent, il n'y a pas photo. Donc les primes versées au-delà de 70 ans en revanche, c'est un peu différent car la somme exonérée n'est plus que de 30 500 à se répartir entre les bénéficiaires. Les primes versées au-delà de 70 ans. Mais il faut faire ça donc avant 70 ans. Et le complément des primes assujetties sera versé au droit de succession et l'assurance vie, dans ces cas-là, elle va perdre de son intérêt parce qu'on va revenir sur les 60% qu'on évoquait au départ pour les primes versées au-delà de 70 ans et au-delà des 30 500. Donc, plusieurs solutions. Adoption, assurance vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a un sujet qui est intéressant et qui est pas si nouveau, mais qui est la donation-partage. C'est la donation-partage. Alors, vous vous souvenez que la donation simple, c'est quelque chose, si je vous donne quelque chose, eh bien, je vous donne des plumes, et puis je fais une autre donation simple à quelqu'un et je lui donne de l'or, même si c'est la même valeur. Comme par hasard, dans ce sens-là. Exactement. Eh bien, il faut choisir ses combats. Et à mon décès,
Celui qui a des plumes, si les plumes sont montées en bourse parce que ce sont des plumes de casoar et que ça vaut très très cher et que l'or s'est effondré, celui qui trouve qu'il a une défaillance de valeur va revenir voir en disant je voudrais qu'on me compense. Dans le cadre d'une donation-partage, vous fixez la valeur. Au début, au moment où on fait la donation. Absolument. Et donc la donation-partage suppose que vous ayez tout le monde, d'une part, et que vous puissiez aussi partager des biens. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas tout à fait partager. Par exemple, des sommes d'argent, il faut faire attention. Donc on donne des biens à tous les enfants en même temps et on constitue en principe des lots de même valeur. On n'est pas obligé, mais on le constitue. Et on fiche la valeur du patrimoine. Depuis 2006, donc ce n'est pas tout récent, mais ce n'est pas forcément très employé, cette donation-partage, elle est ouverte aux familles recomposées, à condition que les parents aient au moins un enfant en commun. Et donc, ce que l'on dit, c'est que si on a un enfant en commun et qu'on a d'autres enfants par ailleurs, on peut appliquer une donation-partage conjonctive. Rien à voir avec une maladie qui est toujours aux yeux quand vous êtes fatigué. Oui. Donc, c'est une donation qui permet aux parents, à la condition d'être mariés sous un régime de communauté, de décider d'allotir ensemble l'ensemble de leurs enfants, les enfants communs et les enfants respectifs de chaque côté, de façon égalitaire ou non. Ainsi, tous les enfants, donc qu'ils soient issus d'un premier lit en commun ou commun au nouveau couple, peuvent recevoir seulement les biens communs du nouveau couple. Donc, ce qui veut dire que c'est intéressant, donc seulement les biens communs du nouveau couple, ça veut dire que s'il y a eu un accroissement de valeur du temps de ce mariage ou cette vie en commun, eh bien, tous les enfants, y compris ceux d'avant, si je puis dire, peuvent bénéficier. Donc, pour les enfants issus d'un premier lit, eh bien, ils vont éviter de supporter des droits de succession à 60%, ils vont rentrer dans le schéma commun. Enfants issus d'un premier lit, l'expression est quand même géniale. Le risque de ce type de donation? Vous préférez le lit de camp ou la voiture? Non, je ne sais pas. Alors, le risque de ce type de donation, c'est toujours une question de mésentente future. Donc, dans tous les cas, tous les sujets qu'on a évoqués, il faut être très attentif à ce qu'on soit dans des normes connues, il faut prendre des précautions, notamment, évidemment, on va voir son notaire. S'il y a liquidation du régime matrimonial, il peut y avoir des récompenses qui sont dues à la communauté en cas de don d'un bien commun à un enfant non commun. Donc, ça veut dire que si on fait cette donation partage conjonctive, on ne divorce pas. C'est ça la conséquence. Donc, ce qui signifie aussi qu'on ne fait peut-être pas ça le lendemain de son mariage, on fait ça au bout de quelques années où on a éprouvé le mariage. Bon voilà, donc il y a de quoi faire, il y a des solutions dans le cas de familles recomposées pour gratifier ces beaux enfants sans se faire allumer fiscalement. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci David.